Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Margot Lafitte. Avec un père comme le vôtre, Jacques Lafitte, pilote de Formule 1 émérite, on aurait pu vous croire biberonné au sport automobile dès votre plus jeune âge. Pas du tout, c'est seulement adolescente que cette passion vous cueille. Une fois le virus attrapé, il ne vous quittera plus. Vous lâchez l'équitation que vous pratiquiez alors à haut niveau pour des chevaux plus puissants, quand à 23 ans, vous faites vos premiers pas en compétition automobile avec succès. Petit à petit, vous évoluerez également vers le journalisme sportif avec la Formule 1 et plus tard les Grands Prix moto. En plus de ces 2 casquettes, vous êtes mère de 2 enfants et le bonheur se partageant, vous êtes également marraine de plusieurs associations. On vous dit énergique, drôle et toujours de bonne humeur. Vous êtes la figure féminine du sport automobile en France. Margot, bonjour. Bonjour. Margot, ce n'est pas votre père qui vous a donné cette passion pour le sport automobile et vous dites même que c'était plutôt une passion absente de votre quotidien dans votre enfance? C'était totalement absent parce qu'il a voulu nous épargner, en fait, avec le recul, c'est ce que j'ai compris. Et pour lui, la famille, c'est pas le travail, quoi. Et donc, en fait, on parle pas du travail à la maison. Alors, on en parlait un peu. Mon parrain, c'était Jean-Pierre Jabouille. En tout cas, à la maison, on ne parlait de rien, il n'y avait pas de coupe, il n'y avait pas de combinaison. Quand moi j'étais adolescente et que j'ai commencé à conduire des scooters, je prenais son casque de F1 comme si c'était n'importe quel autre casque et je le mettais de manière tout à fait innocente, coureur automobile sur les trucs de l'école là quand on doit mettre le métier de ses parents, sans vraiment savoir ce que ça voulait dire, quoi. Je l'ai compris plus tard. Vous vous rendiez pas compte que votre père faisait un métier hors norme? Oh, pas du tout. L'année où il a son accident, j'étais petite, j'avais 5 ans et demi, en vacances à Cabourg, et on doit rentrer parce qu'il a son grave accident où il se fait plus de 100 fractures sur les jambes, le bassin et tout, et donc nous c'était plutôt genre faut rentrer quoi. J'ai toujours cette saisie de trucs là en tête de me dire mais comment je me rendais pas compte quoi. Mais à la fois je pense que c'était bien et je fais un peu comme ça avec mes enfants aussi aujourd'hui. Je pense qu'il faut préserver ces enfants de ces choses-là, de trucs pas leur donner conscience trop vite des choses en fait. Et d'ailleurs, vous allez pratiquer un sport qui me semble pas familial. Vous avez fait de l'équitation à haut niveau. Comment est-ce que c'est arrivé dans votre vie, justement, tout cet héritage de un peu touche à tout? Je pense que c'était l'héritage de la compète. Et l'équitation, c'est arrivé parce qu'on habitait en Angleterre pendant 5 ans, quand lui courait chez Williams. Et donc, on montait un peu à poney là-bas. Et quand on est rentré en France, c'est devenu un sport que lui trouvait chouette. Et puis, ça restait de la compétition et ça restait un truc qui nous prenait du temps, qu'on aimait, s'occuper du cheval. Enfin, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était génial de passer mon adolescence avec ça, parce que c'était une vraie passion. Donc les week-ends, plutôt que d'être à Paris, à rien faire, ou aller en boîte, ou sortir avec ses copains ou machin, on était dans le cheval, nous, toute la journée, on pensait qu'à ça. Le soir, on avait des trucs avec les copains du cheval, mais donc on avait quand même une vie sociale, je veux dire, mais dès que je rentrais, je voulais pas me laver pour sentir encore l'odeur du cheval. Enfin, c'était une vraie passion, quoi. Et vous vouliez en faire votre métier? Je voulais en faire mon métier jusqu'à ce que je comprenne que c'était trop compliqué. Ne pas avoir d'héritage familial d'équitation, c'était compliqué parce que il faut avoir plusieurs chevaux pour que ça marche. Et donc, au moment où il a fallu basculer, poum, le sport automobile est arrivé dans ma vie. Comment il arrive dans votre vie, justement? Il arrive parce que Max Mamers, l'organisateur du Trophée Andros, appelle mon père et sachant qu'il a 2 filles qui ont 20 ans, écoute, je cherche des filles qui ont jamais roulé, qui ont jamais eu de licence, qui ont pas d'expérience, je veux des novices totales pour qu'elles viennent rouler sur la glace. En plus, la glace, c'est un truc que personne connaît, donc il faut qu'elles s'essayent à ça et tout. Et papa était hyper sceptique. Lui, il a quand même connu une époque très machiste où les femmes, c'était les filles qui tenaient les parapluies, c'était les filles qui remettaient les trophées ou qui étaient en short, mini short. Et donc, il pensait que on allait se casser les dents, quoi. Et au final, on y est allé quand même. Ma première compétition automobile, ça a été un déclic. En un mois, j'ai vendu ma jument, j'ai vendu ma selle, tout le matériel, tout. J'ai quitté cette vie-là et j'ai basculé là-dedans, sans d'ailleurs me dire que j'allais en faire ma carrière, mais en me disant j'ai trouvé un truc qui me file une adrénaline de dingue, je veux continuer à faire ça. Quand on arrive dans un nouvel univers, la course, c'est quand même impressionnant. Vous êtes plusieurs sur une piste, il faut se dépasser, il peut y avoir des accrochages. Vous êtes arrivé sans réfléchir, en se disant ça se passera bien. Sans même me dire ça se passera bien, c'était vraiment juste c'est génial ce truc. Et j'ai roulé, la première course je finis 2e, la 2e je gagne les 2 courses du week-end, tous les feux étaient au vert et je voyais ça que comme un truc génial à faire. Et En 2007, donc vous courez votre premier championnat d'Europe. Pareil, vous arrivez sans complexe, sans appréhension. Vous avez un objectif. Comment vous vous retrouvez? Là, on rentre dans une autre catégorie. C'est pas que j'avais de l'appréhension, mais j'avais quand même un peu plus de tension en moi. Je comprenais
que c'était un championnat important, je comprenais qu'il y avait vraiment que des pilotes pros et que j'étais confrontée à des gens qui étaient moins bienveillants à mon égard. Une femme qui arrive, qui a son volant, parce que son père il s'appelle Lafitte, et je voyais que c'était un peu différent, quoi, la manière dont on me regardait. Et puis c'était un cran au-dessus et je les considérais, quoi. Est-ce que vous avez déjà atteint vos limites physiques? Parce qu'il y a peu de femmes dans le sport automobile et souvent on le justifie alors par l'intérêt un peu limité des femmes pour la voiture, mais aussi par rapport à leurs limites physiques. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de vous dire là j'ai atteint mes limites? Ça m'est arrivé en Formule Renault 3.5, qui était à l'époque l'équivalent de la F2, donc c'est vraiment la catégorie juste avant la F1. Et une équipe de ce championnat me propose de venir rouler en 3.5 juste pour faire un test. Et mon père me dit, fais gaffe, la 3.5 quand même, c'est quand même assez physique, tu vas avoir mal au cou, donc demande-leur de te mettre des petits patchs là sur les côtés et comme ça tient un peu ta tête. J'arrive et je suis une fille et je n'ose pas demander parce que je me dis ça fait vraiment la fille, la gonzesse qui arrive, j'ai peur d'avoir mal au cou, mettez-moi ça. Donc je n'ose évidemment pas demander. Mais sauf qu'au bout de 30 tours, j'ai hyper mal au cou, mais parce que je ne suis pas entraînée. C'est incroyable d'ailleurs les limites physiques qu'on peut ressentir. Ça m'était jamais arrivé, quoi. Et là, je suis comme ça et je peux plus lever la tête. Le virage est là-bas et je peux plus regarder là-bas. Je suis comme ça du coin de l'œil. Et vous avez pas décidé d'arrêter au bout de 20 tours? Ah non, ça fallait que j'aille au bout de la journée. J'ai quand même dit, mettez pas les pneus neufs, c'est dommage. C'était pour eux, en fait, je voulais pas qu'ils gâchent. mais sinon, non, je serais allée au bout quoi qu'il arrive. Faut que ça reste possible, mais ça l'était encore. Après la compétition, vous êtes lancé dans le journalisme. Comment est arrivée cette reconversion? Automoto m'appelle pour me proposer de faire des essais dans l'émission du dimanche matin. Et donc je dis bah oui, bien sûr, j'adore. Je fais ces piges-là, j'en fais quelques-unes dans l'année. Parallèlement, j'ai l'émission V6 qui n'avait plus vraiment de présentateur, qui me donne les rênes d'une émission, une vraie émission, quoi. Et donc là, je me dis, quand même, c'est un peu plus important. Le pilote se passe super bien, je m'entends hyper bien avec l'équipe, tant et si bien que je suis restée 11 saisons avec eux. Et donc je fais tous ces trucs-là et finalement la télé rentre dans ma vie en même temps que le sport automobile pratiquement, quoi, puisque encore une fois Automoto c'était la première année où j'étais pilote et donc tout s'est fait progressivement, ma carrière de pilote et ma carrière en télé, et les deux me servaient beaucoup en fait. C'est ça qui était génial, c'est que j'avais la légitimité parce que je faisais de la course automobile, donc je pouvais parler de voiture à la télé et à la fois je pouvais avoir et décrocher des volants parce que j'avais une émission de télé, donc j'avais une belle vitrine finalement médiatique pour l'équipe qui me faisait rouler. Et puis à un moment donné, il a fallu choisir parce que je pouvais plus trop faire les deux. Je venais d'avoir un enfant et donc j'ai arrêté un peu de rouler. J'ai fait mes armes pendant pas mal d'années et c'était comme dans la voiture. Je me disais bon, j'essaye, on verra si ça se passe bien, tant mieux, c'est cool, ça se passait bien. J'avais la confiance des gens avec qui je travaillais et ça a été très progressif. Quand vous arrivez sur les Grands Prix, je suppose que c'est encore un stress supplémentaire. C'est un stress supplémentaire parce que du plateau confortable, où certes on est en direct, mais que bon, ça y est, ça faisait quelques années que je faisais, la pression du direct sur place, elle est intense parce qu'il y a des aléas, quoi. Il peut se passer plein de trucs. Quand on arrive sur la grille et que là, il faut aller interviewer un pilote ou un directeur d'écurie, ou là, ça met un peu plus de tension parce que mais au final, j'ai adoré. J'ai tout de suite aimé. Ça m'a tout de suite plu. Déjà, je préférais le terrain que le plateau. Et donc, les premières grilles, les premiers aléas du direct, on va dire, finalement, ça m'embêtait pas. J'ai toujours été assez à l'aise avec ça. Dans votre métier, vous rencontrez évidemment plein de pilotes de Formule 1. Ils paraissent tous intouchables. Vous êtes déjà sentie toute petite? Je me suis sentie toute petite à ma première interview de Lewis Hamilton. Il était à l'époque 4 fois champion du monde, tout. C'était quand même un mec impressionnant, quoi. Ils ont beaucoup de charisme, ces mecs-là. Donc oui, là, je me suis sentie face à face avec lui dans un canapé, comme on est là, genre. Le mec, il arrive, il me dit que j'ai des jolies chaussures. Je me dis c'est bien. À ma place, quand même. Je me suis jamais dit. Mais par contre, oui, on comprend qu'ils sont un cran au-dessus. Vous avez un travail très prenant, vous voyagez beaucoup. Comment est-ce qu'on gère la vie professionnelle et la vie personnelle, puisque vous êtes mère de 2 enfants? C'est compliqué de gérer, je trouve, parce que le temps est hyper précieux et voir ses enfants grandir, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Donc, je veux pas trop partir pour être là, mais à la fois, je veux partir parce que j'ai besoin de ça, parce que on dit toujours qu'un parent épanoui a des enfants épanouis, parce que c'est quand même intense quand on a des enfants petits. Nous, on est en famille recomposée, donc on en a 4 quand on est tous ensemble.
Moi, le truc qui me permet d'y arriver, c'est de me dire, j'ai été élevée comme ça, j'ai eu un papa et une maman qui sont beaucoup partis, et pour autant, j'ai jamais souffert du manque. On a toujours passé beaucoup de temps qualitatif avec eux. Et donc, c'est un peu ça mon credo, c'est de me dire, le temps que je passe avec eux, il est hyper qualitatif. Je vais au parc avec eux, je les emmène à l'école, on fait des trucs le week-end quand je suis là, quoi. Quand je suis là, je vais pas au bureau, je rentre pas à 20h, et donc, soit je suis partie, et soit je suis là. Donc, j'essaye, tant que faire se peut, de garder cette intensité-là avec eux quand je suis là. Je sais que quand je suis pas là, c'est très bien organisé. Il y a mon conjoint actuel, il y a ma maman qui est beaucoup là aussi. Donc je sais ce qu'ils ont fait à l'école, j'ai un rapport le soir, j'ai besoin de ça pour être sûr que tout se passe bien et que je contrôle et que je suis là, quoi. Ils partagent votre passion ? Pas du tout, ils en ont rien à faire. Alors la petite, elle a 3 ans, donc il n'y a rien de spécial qui l'intéresse pour l'instant. Et le grand est fou de foot, donc il n'est pas du tout branché voiture, il ne regarde pas du tout les émissions. Non, ça l'intéresse pas du tout. On n'est pas du tout sur une filiation automobile, là, non. Vous êtes également une femme engagée, notamment pour l'association du sport et plus, le monde du sport à l'hôpital auprès des enfants qui sont hospitalisés. Quel est votre rôle ? Alors, je suis marraine de cette association depuis 10 ans l'année dernière. C'est une association qui récolte des fonds pour améliorer le quotidien des enfants en hôpitaux. Le président de l'association, Eric Friedrich, a eu un enfant qui a été hospitalisé petit, et donc il a vécu ces longs moments à l'hôpital pour les parents comme pour les enfants. Et donc, il voulait améliorer leur quotidien en apportant du matériel, en apportant des activités, en faisant sortir les enfants de leur quotidien de l'hôpital et en allant sur des événements sportifs. Et il trouvait que le vecteur du sport était génial, et ce qui est vrai, parce que c'est plein d'espoir, le sport, c'est plein de passion, c'est des valeurs qui portent aussi un peu les enfants des hôpitaux. Donc il a différents parrains et marraines dans différents sports. Il a commencé par le sport automobile avec Kevin Estre et moi. Il y a 10 ans, il me contacte sur Facebook. À l'époque, j'arrivais encore à lire mes messages sur Facebook. Je trouvais son approche super sympa, hyper humble, bien sûr. J'ai été très sensible à son message et donc je lui ai répondu. On est resté en contact et puis il m'a proposé d'être marraine et donc j'ai accepté volontiers. Et je me disais, c'est quand même génial, grâce à ma notoriété qui est pas hyper grande, mais malgré tout une notoriété certaine dans mon milieu, j'ai des contacts, je peux le mettre en relation, organiser des choses qui vont faire que on va récolter des fonds et les enfants vont sortir de l'hôpital. Donc j'avais pas d'enfants à l'époque où je me suis engagée. La première fois où je suis allée dans un hôpital avec Eric, ça m'a bouleversée, quoi. Et je me suis dit, mais évidemment qu'il faut soutenir ce genre de cause-là, et je pourrais pas ne pas en soutenir aujourd'hui, quoi. J'ai l'association qui me permet de le faire. D'ailleurs, souvent, je trouve que j'en fais pas assez, mais ça me paraît tellement normal, en fait. Ça vous est déjà arrivé dans votre carrière d'avoir un moment où vous dites non, là je peux pas y aller, c'est trop difficile, c'est pas mon niveau, la marche est trop haute. Vous avez douté ou vous avez reculé ? Je crois que par définition, je peux pas reculer. Je pense que c'est pas possible dans mon état d'esprit de reculer. J'ai toujours ce truc-là de me dire, si d'autres peuvent le faire, il y a aucune raison que je puisse pas le faire, quoi. Je suis très terre à terre de ce point de vue-là. Un jour, j'étais invitée par le GIGN à faire les exercices là dans leur camp, pas loin d'ici là. Et il y avait ce saut à l'élastique du pont. Et donc, il faut aller le plus loin possible pour tendre l'élastique, afin que dans notre chute, on prenne pas un à-coup parce que l'élastique était pas tendu. Donc il faut aller super loin. Et c'est pareil. Et là, j'ai pas hésité une seule seconde, alors que c'est un truc eux viennent de le faire là. Ah oui, bon, je suis obligée d'y aller. C'est impossible que j'y aille pas. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je fais dans ma vie, moi qui suis sportive, qui adore ça, qui adore les challenges et tout, c'est impossible de pas y aller. C'est-à-dire que je pourrais faire n'importe quoi sur cette base-là, quoi. À l'inverse, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier sur votre parcours professionnel ? J'ai du mal avec le mot fierté, en fait. C'est un truc, c'est comme je vois dans les émissions de télé, parfois, là, je regarde beaucoup Koh-Lanta, ou je fais ça pour que mon fils soit fier de moi. Enfin, j'aime pas du tout cette notion-là. Je la comprends pas, en fait. Et donc, j'ai pas de fierté, mais je dirais que je suis heureuse et je serais heureuse de durer, en fait, dans ce que je fais, parce que ça veut dire que je le fais bien et que je mérite d'être là. C'est plus ça, je dirais. Vous avez un échec dans votre carrière ? J'en ai forcément, mais je les considère sûrement pas comme échec, parce que je me dis toujours que j'ai dû apprendre quelque chose de ça, j'ai dû en tirer quelque chose, et que donc ça représente pas un échec, puisqu'on en tire quelque chose, donc ouais. Quel a été votre plus gros défi ? Je dirais que c'est quand je suis arrivée à Canal, mais quand on m'a proposé les rênes de l'émission, c'était un gros défi pour moi. C'était la première fois que je présentais cette émission-là. On était en plateau à ce moment-là, on n'était pas encore sur les Grands Prix, et c'était un énorme défi parce que je pouvais pas me louper, quoi.
J'avais pas le droit de me louper. Si je me loupais, c'était mort pour plein de trucs, quoi. J'avais beaucoup répété mon texte dans les toilettes du bonjour. Thomas Sénécal me l'avait toujours dit. L'entrée en matière, c'est ce qui va marquer le plus les gens. Ta tronche, le sourire que tu vas avoir ou pas, le machin. Et donc, à partir du moment où j'avais réussi mon bonjour, pas passer à côté de cette étape-là, qui était une marque de confiance des personnes pour qui je travaillais et qui était aussi déterminant pour la suite de ma carrière. Donc, je dirais que c'est ça. Aujourd'hui, quel est votre prochain Everest ? J'ai un problème avec les objectifs, c'est que je m'en fixe pas beaucoup. Pendant très longtemps, je me suis dit que je m'en fixais pas parce que je préférais avancer au jour le jour, au fil du temps, voir les choses venir. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on fait autre chose. Et récemment, je me suis dit, en fait, c'est peut-être par trouille que je me suis pas fixé d'objectifs. Et je crois que c'est un peu ça. Je me suis découvert assez lâche récemment. Je me fixe pas d'objectifs parce que j'ai peut-être peur de pas les atteindre. Donc je m'en fixe pas en me disant on verra. Bon après, j'ai aussi dans mon background la philosophie de mon père, qui a toujours été de profiter des choses. Lui, je crois qu'il a eu cette philosophie-là parce que justement, il était trop témoin d'accidents fatals dans son métier. Il savait trop que le lendemain pouvait ne pas exister et que donc il profitait. Donc il nous a toujours inculqué ça. Donc on a cette pensée-là quand même de se dire on verra demain. J'ai jamais fait de projet à long terme, jamais. J'en fais un peu maintenant parce que j'ai des enfants, mais ça n'a jamais été mon truc. C'est une interrogation que j'ai en ce moment dans ma psychologie, là, sur comprendre pourquoi je m'en suis pas fixée, si c'est louable ou juste lâche. Vous avez un mantra qui vous guide ? Pas vraiment. Le truc qui m'a toujours guidée, j'ai vraiment compris un truc, que le travail rend tout plus facile. Et que plus on travaille, mieux tout se passe. Et moins on a besoin de travailler au final, en fait, comme une émission. Plus on la prépare, plus on est prêt, plus on s'est renseigné, documenté. On arrive dans l'émission, c'est plus un travail, c'est un moment détendu qu'on va passer avec des gens parce qu'on a tellement bossé son truc, son sujet, qu'on est prêt. Toujours travailler suffisamment pour être détendu et libre de faire ce qu'on veut après. Quel est le moment le plus délicat de votre vie ? Alors je dirais que quand je plante le 4x4 de mon père dans la Creuse à 10 ans dans un arbre, dans un tronc, ça c'était un moment un peu délicat parce que ça devait pas arriver et puis ça met pas en confiance. J'étais sur ses genoux, mais j'ai mal négocié un virage, c'est-à-dire que je crois qu'au lieu de freiner, j'ai accéléré. Mais j'ai appris, on apprend toujours de ses erreurs. Et un moment délicat en télé, c'est assez récent, au Grand Prix des États-Unis. Il y a Brad Pitt qui est là et je commence, donc c'est la première antenne du week-end, le vendredi matin, c'est les essais libres. Avant même de dire bonjour, parce qu'on commence toujours par une image avant de dire bonjour, et donc là on a une image, on a les stars qui sont là, Brad Pitt qui est là, machin, et je dis Brad Pitt. Je suis vraiment assez sûre dans ma tête, je me dis oh, personne n'a dû l'entendre. Et là, je me tourne vers mon consultant, Franck Montagny, et je vois que, il me dit ouais, c'est Brad Pitt. Et il me corrige. Francky est derrière, je ris un peu et on passe à autre chose. Mais non, en général, je me démonte pas pour ce genre de truc-là. Comme la première fois où j'arrive à Canal, j'arrivais tout juste d'Eurosport, première émission des spécialistes le mercredi qui revient sur les Grands Prix et je dis bonjour, on était en direct, bienvenue sur Eurosport. C'est mes 2 grands moments de solitude. On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ? Je monte dans ma voiture, il faut que j'ai des lunettes de soleil. J'ai besoin de rien d'autre. Et peut-être un truc pour les lèvres, dont je ne me passe pas. Mais ces 2 trucs-là, je peux aller partout dans le monde avec ça. Voilà, je peux aller... une carte bleue, bien sûr, c'est plus pratique, mais... Effectivement. Non, mais c'est les lunettes de soleil. En voiture, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y a toujours trop de luminosité. J'en mets même quand il fait gris. Je prends toujours mes lunettes de soleil. Quel est votre meilleur souvenir automobile ? Clairement, ma première victoire. C'est le moment où je me suis dit j'y arrive. C'était un truc personnel où je me disais je fais pas ça pour rien, je suis pas nulle, je peux le faire. Et donc, ouais, première victoire en course, c'était au Trophée Andros. À l'inverse, le pire moment que vous ayez passé en voiture ? Oh, le pire, c'est mon accident en 2013 au Trophée Andros aussi. Je monte dans la voiture et puis j'ai une sangle qui est un peu grande et je me dis c'est pas grave, c'est des tours d'essai, c'est des essais libres, des essais privés, là, c'est pas très important. Je me serre un peu mais pas vraiment. Vite fait, mal fait, et je m'en suis voulu de pas avoir fait attention à ça parce que la sécurité, c'est quand même l'élément majeur, primordial dans une voiture de course. Et donc j'arrive à un moment donné, à mon 2e tour, je perds le contrôle de la voiture et je fonce droit dans un mur de glace. Et donc j'ai la tête qui part droit devant, qui touche le volant, et je glisse dans mon siège, je m'ouvre le genou sur l'arceau de sécurité, bref, je me casse les cervicales.
pire souvenir parce que j'avais pas fait assez attention. Finalement, au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts. Je peux être tout à fait zen, écouter de la musique, un podcast. Et ça m'est souvent arrivé sur des longs trajets de prendre le temps de réfléchir, de penser. C'est le moment qu'on a peu finalement dans une vie. Et à la fois, c'est un truc où je peux être excédée au plus haut point, ne pas me reconnaître, m'excuser auprès des enfants quand je m'énerve sur les gens, parce que je me trouve exécrable. Souvent, quand on est impatient, c'est parce qu'on est un petit peu en retard. Et donc, je fais un petit effort sur le fait de plus être en retard pour ne plus m'impatienter. Parce que bizarrement, quand on n'est pas en retard, on est beaucoup plus patient. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui conduisent très mal, il faut reconnaître. C'est des gens qui n'ont pas de jugeote, qui n'ont pas de bon sens. Et ça me rend dingue. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Vous nous emmenez où, Margot ? Je sais pas avec quelle voiture, mais en tout cas, je vous emmène en Amérique du Sud. Parce que j'adore l'Amérique du Sud. Et donc, je pense plutôt genre Chili, Argentine, par là, la Patagonie, ou des choses comme ça, pour passer un bon moment dans un paysage époustouflant. Margot, au revoir et un grand merci pour ce moment passé dans les coulisses du sport automobile. Merci beaucoup à vous. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme.